C'est le plus grand site nucléaire d'Ukraine. Avec ses 6 réacteurs, la centrale de Zaporizhzhia produit un 1/5 de l'électricité ukrainienne. Moscou a pris le contrôle de la zone entourant cette centrale. Une conquête importante et des enjeux de sûreté et de sécurité. La Russie peut réorienter la production électrique de cette centrale, non pas au bénéfice de l'Ukraine, mais par exemple au bénéfice du territoire de Crimée qu'elle maîtrise et qui ces dernières années a connu beaucoup de difficultés d'approvisionnement en eau d'une part, mais aussi en électricité. Car la centrale de Zaporizhzhia se trouve au sud-est du pays, un endroit stratégique proche de la Crimée, cher à Vladimir Poutine. On voit ces derniers jours que se dessine de plus en plus un renforcement du contrôle territorial russe, particulièrement dans le tiers sud de l'Ukraine. Je présume que c'est d'ailleurs un des objectifs premiers de la guerre qui est conduite par Moscou, c'est de lier le Donbass à la péninsule de Crimée pour avoir une continuité territoriale. Et donc, de ce point de vue-là, le contrôle des infrastructures critiques est un enjeu majeur pour pouvoir assurer à terme la soutenabilité de l'indépendance de ce territoire. La semaine dernière, les forces russes s'emparaient déjà de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Face à la situation, l'Ukraine demande à l'Agence internationale de l'énergie atomique une assistance d'urgence. Réunie à Vienne, l'agence se montre très inquiète. This is an ongoing military conflict taking place in a country that has a vast nuclear program. 15 nuclear reactors, 4 big nuclear power plant sites, and all the facilities associated with it. D'après des diplomates russes, le personnel ukrainien garantit toujours le fonctionnement normal des installations de la centrale. Et dans la capitale Kiev, les habitants qui n'ont pas fui se préparent depuis des jours à un assaut. Un calme relatif règne ce soir après les frappes de la veille sur la tour de télévision qui ont fait 5 morts. Et le convoi formé de tanks, de véhicules, de blindés et d'artillerie semble pour l'instant stopper sa progression vers Kiev. Le point Esmeralda Alabi, Dylan Demaré. Le calme en apparence. À Kiev, les alarmes se suivent et se ressemblent. Entre 2 alertes, les secours s'activent. Hier, 5 personnes sont mortes lors d'un raid contre le bâtiment de la télévision. Les missiles russes ont été lancés depuis la Crimée, territoire occupé par la Russie. Ils essayaient de ruiner les infrastructures de Kiev. Les gares sont prises d'assaut. De nombreux habitants tentent toujours de fuir. 30 minutes from my home, I heard a bomb. So can't sleep. Maybe three days without sleep. So very tired and in stress all the time. Le maire de Kiev a appelé tous les habitants à la résistance et de fait, la ville tient. Le long convoi russe progressant vers la capitale est arrêté. Problème d'approvisionnement en carburant et en nourriture. Moscou pensait prendre la capitale ukrainienne avec des troupes légèrement munies. Erreur. Alors l'armée russe essaye de parer comme elle le peut avec une violence augmentée. L'objectif étant de mettre en place un régime fantoche, un minimum légitime à Kiev. Poutine n'a pas non plus intérêt à mener une guerre de siège qui va faire des victimes civiles outre mesure. La guerre urbaine, c'est très compliqué à mener, ne serait-ce que parce que ça génère en général beaucoup de pertes civiles en raison de la densité des populations et des immeubles. Se battre est une chose, prendre c'est une chose, mais tenir en est une toute autre. Les pertes sont importantes. Selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, 352 civils ont été tués, 2000 blessés. 7 jours après le début de la guerre, 370 000 personnes auraient déjà quitté le pays. L'armée russe donne aussi l'impression de vouloir prendre un maximum de ports. Elle a affirmé aujourd'hui s'être emparée de la ville portuaire ukrainienne de Kherson, située au sud du pays, près de la péninsule de Crimée. Et cela après des combats acharnés ces dernières heures. Philippe Antoine. Des chars russes patrouillant dans cette rue de Kherson, on entend des coups de feu. Et la personne qui filme la scène avec son téléphone explique que les soldats demandent à la population de rester dans les maisons. Ce sont les dernières images que nous avons reçues de cette ville du sud de l'Ukraine, à proximité de la péninsule de Crimée, où les combats font rage depuis plusieurs jours. Ce mercredi, l'armée russe affirme en avoir acquis le contrôle.
Les forces armées russes ont maintenant le contrôle total sur la ville de Kherson. Les infrastructures civiles, les infrastructures critiques et les transports publics fonctionnent normalement. Il n'y a aucune pénurie de denrées de base. Les affrontements entre les militaires russes et ukrainiens se déroulent à Kherson depuis le début de l'invasion russe, notamment autour de ce pont sur la Dniepr, un pont capital qui permet l'accès vers la Crimée. Côté ukrainien, on dément que la ville soit tombée aux mains des Russes. Les combats de rue continuent malgré les nombreux efforts de désinformation de l'ennemi et ses affirmations que Kherson est sous leur contrôle. Ce n'est pas vrai. Nos militaires sont là et les forces de défense continuent à résister dans et autour de la ville. Ce qui est sûr, c'est que l'armée russe est massivement présente dans la région et que les soldats russes ont pris le soin de rediriger les caméras de surveillance vers le sol. En temps de guerre, cela leur permet non seulement de se déplacer sans être filmés par ces caméras, mais sans doute aussi de pouvoir agir sans témoin. La Russie totalement isolée. Aujourd'hui à l'ONU, 141 pays ont voté pour la résolution qui dénonce l'agression russe en Ukraine. 35 se sont abstenus et seulement 5 ont voté contre, dont la Russie elle-même. L'Assemblée générale de l'ONU est réunie depuis lundi en session d'urgence extraordinaire. Karine Otten, vous êtes avec nous en direct sur place à New York. On peut dire, Karine, que c'est un vote historique. Oui, on a vu les ambassadeurs de quasiment 193 pays se lever et applaudir à tout rompre au résultat de ce vote. Alors, ce texte qui a été voté exige de la Russie l'arrêt des combats en Ukraine. Il condamne aussi la décision russe de pouvoir utiliser son arsenal nucléaire à tout moment. 96 pays l'ont coparrainé, 141 ont voté pour, seuls 4 pays ont voté contre aux côtés de la Russie. Ce sont la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée et la Syrie. Par ce vote aujourd'hui de la communauté internationale, eh bien, la Syrie rentre officiellement au club des parias. Les diplomates, eux, espèrent que leur décision fera avancer les pourparlers de cessez-le-feu au plus vite. Merci Karine. C'était l'un des organes de propagande de Vladimir Poutine en Europe. La télévision RT, Russia Today, n'est plus visible en France et sur plusieurs plateformes digitales. La coupure est intervenue en direct et en plein débat. L'image, vous pouvez le voir, c'est figé. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. C'est donc terminé pour RT chez nous. Des groupes de sabotage russes seraient entrés dans plusieurs villes ukrainiennes avant le début de l'offensive. Leur travail consistait entre autres à marquer de manière visible des cibles importantes. Aujourd'hui, les Ukrainiens tentent justement d'effacer ces marques visibles. Explication, Fanny Laurent Wallenberg. À 70 km de la frontière polonaise, la ville de Lviv. Ici comme ailleurs en Ukraine, le climat de suspicion est important, surtout depuis que des marques comme celle-ci ont été repérées. Les autorités de la ville estiment qu'elles pourraient aider l'ennemi à se repérer en rue. Tatiana, comme d'autres habitants, ouvre l'œil. I stopped you guys. I saw that you're filming. So I had to stop and ask what you're doing. That's what I'm doing pretty much all the day. I just go to the streets, walk around to see if there are people doing something strange and odd and start bothering them with questions they don't want to hear. Des patrouilles de civils passent à l'action. Les marques sont aussi couvertes de sable, de carton. De la peinture phosphorescente avait parfois été utilisée. À 200 km de là, même phénomène jusque sur les toits. Sur Facebook, le maire de la ville de Rivne a mis en garde. Annonce urgente. Je demande au chef de copropriété de fermer tous les greniers. Si vous ou les occupants de la maison avez remarqué un panneau près de l'entrée, sur le toit, près des maisons d'inconnus, informez immédiatement la police. Inspectez d'urgence vos toits au cas où vous trouveriez des marques, peignez-les et fermez les accès aux toits. Chez les habitants, une question. Ces marques guident-elles les avions ou informent-elles sur les bâtiments à ne pas bombarder? Le doute existe. En attendant, pour débusquer d'éventuels saboteurs, les Ukrainiens ont leur technique. La prononciation d'un mot trahirait les Russes. Tout se joue à une voyelle. Cette vidéo humoristique circule sur Twitter. Поляныця. Поляница. Еще раз, давай. Па. Ля. Ня. Ны. Ня. Полоница.
En russe, cela veut dire fraise. En ukrainien, c'est un pain. Sur le terrain, les Ukrainiens s'en emparent face aux civils. Mais aussi face aux forces armées. L'ambassade de Belgique à Kiev sera désormais fermée en raison de l'évolution des conditions de sécurité dans le pays, selon une décision communiquée par les affaires étrangères chez nous. Le personnel de l'ambassade de Belgique a dès à présent quitté l'Ukraine. Il resterait 300 Belges sur place. Certains se sentent abandonnés. David Brichard. Tom est un entrepreneur anversois désormais en sécurité à Varsovie. Son voyage pour quitter Kiev, ce Belge ne le doit qu'à lui-même. Le week-end dernier, il est arrivé à monter dans un car direction la Pologne. Bien qu'il ait très vite compris qu'il devrait se débrouiller seul, Tom a été plusieurs fois contacté par l'ambassade de Belgique en Ukraine. Ils ont continuellement informé les gens, qu'est-ce qu'il faut faire. Continuellement dit, sortez surtout de cet environ-là. Si vous avez des problèmes, contactez-nous. Ils ont appelé. Allô, vous êtes encore là? Où est-ce que ça va pas? Tous les Belges qui ont fui l'Ukraine ont dû le faire par leurs propres moyens. Actuellement, il en reste un peu plus de 250 à travers le pays. Pour cela, il n'est pas prévu que l'État belge organise une évacuation d'urgence. Nous sommes effectivement dans une situation qui ne le permet pas. Évidemment, nous continuons d'évaluer la situation en continu, et c'est vraiment en continu. On travaille aussi avec nos autres collègues européens de manière à voir si des choses sont possibles. Aujourd'hui, en tout cas, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas pour rien que nous avons demandé à l'époque de quitter le territoire. Parmi les Belges toujours dans le pays, l'ambassadeur de Belgique, comme son ambassade à Kiev est à présent fermée, il s'est déplacé vers la ville de Lviv. Selon lui, un certain nombre de ressortissants belges veulent rester en Ukraine. Vous savez, on a donné des recommandations aux Belges qui vivent en Ukraine. On leur a dit 5, 6 fois de partir. Certains n'ont pas voulu écouter. C'est une responsabilité, vous savez. On leur a dit, on leur a répété. Tom, de son côté, est soulagé de ne plus être au cœur de cette guerre. Pour les Belges qui espèrent toujours quitter l'Ukraine, ce sera sans une aide directe de la Belgique. Et c'est dans ce contexte que l'on apprend ce soir que les négociations entre Russes et Ukrainiens vont reprendre. Mehdi Kelfat, il y a beaucoup de mystères autour de ces futures discussions, on peut le dire. Oui, c'est assez difficile de savoir ce qu'il y a sur la table et comment ces négociations sont organisées. Premièrement, il faut permettre aux Ukrainiens qui sont assiégés à Kiev de se rendre dans le lieu de la négociation. Selon l'armée russe, un couloir de sécurité a été mis en place pour permettre aux Ukrainiens de quitter Kiev et de se rendre dans une zone, un endroit en Biélorussie, juste à la frontière avec la Pologne, un lieu que les négociateurs auraient choisi ensemble. Les Ukrainiens confirment effectivement que la délégation ukrainienne a quitté Kiev et se rend vers ce lieu. Lundi, les deux groupes s'étaient séparés en se disant qu'ils allaient probablement se revoir. Vous le voyez, le fil du dialogue n'est pas rompu. La promesse semble être tenue. Fondamentalement, de quoi vont-ils parler? Alors au menu, selon le négociateur russe Vladimir Medinsky, ils vont parler d'un cessez-le-feu, ce qui serait un soulagement pour les Ukrainiens. Mais à quel prix? Le président ukrainien voulait un cessez-le-feu avant la reprise du dialogue. Là, sous la pression militaire, il a probablement dû céder. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a remis ses exigences sur la table. Quelles sont-elles? Elles sont très simples. Démilitariser l'Ukraine avec une liste de tout un tas d'armes qu'on ne pourrait plus utiliser sur le territoire ukrainien. Mais dans ces conditions, comment l'Ukraine pourra assurer sa sécurité? Ce qu'on peut imaginer, c'est que face à la résistance des Ukrainiens, les Russes veulent en finir au plus vite et trouver un terrain peut-être d'entente. La Russie a dévoilé pour la toute première fois un premier bilan des pertes russes sur le terrain. Il est lourd, 498 soldats russes sont morts et il y a un peu moins de 1600 blessés dans les rangs russes. La résistance ukrainienne, vous le voyez, elle est assez forte.